Vous avez mentionné Orestovitch, et cela faisait suite à l'attaque contre la résidence de Poutine. Je me demandais ce que vous en pensiez, car j'ai écouté l'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Orestovitch, qui a fait remarquer que la véritable cible se trouvait probablement sous la résidence, à savoir un centre de commandement nucléaire. J'ai trouvé cela intéressant, car comme nous le savons, en juin 2025, ils ont également attaqué les bombardiers nucléaires russes, c'est-à-dire leurs forces de dissuasion nucléaire. Là encore, les Russes considèrent que les Britanniques sont derrière tout cela. Et bien sûr, en mai 2024, nous savons que les radars d'alerte précoce de la Russie pour les attaques nucléaires ont également été visés. Et à cela, on peut ajouter les attaques contre la base aérienne nucléaire d'Engels. Mais si l'on considère l'ensemble, cela fait beaucoup d'attaques contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Je veux dire, si l'une de ces choses s'était produite une seule fois pendant la guerre froide, cela aurait provoqué la panique, des signaux d'alerte partout, un échange nucléaire possible. Mais aujourd'hui, cela devient presque une situation courante. Alors selon vous, quel est le raisonnement derrière tout cela? S'en prendre à la dissuasion nucléaire de la plus grande puissance nucléaire du monde. Eh bien, tout d'abord, présenté de cette façon, ça paraît un peu imbécile. Mais revenons un instant en arrière. Le MI6, le service secret de renseignement britannique, en ce qui concerne la Russie, ils sont d'une incompétence extraordinaire. Extraordinaire parce que, enfin, il suffit de regarder le cas de Christopher Steele, l'ancien agent du SIS qui a travaillé dans l'ex-Union soviétique, et vous savez la qualité de son travail là-bas. Dans les années 1990, ils ont déployé beaucoup d'efforts, mais peu d'argent pour recruter quiconque ils pouvaient. C'était en somme une chasse facile. Ils sortaient et recrutaient tout le monde. Chauffeurs de taxi, prostituées, politiciens, anciens politiciens, tout le monde. Puis les Russes ont sévi. Et si vous vous souvenez, il y a eu des scènes célèbres venant de Russie, l'incident du rocher espion. Si vous vous rappelez du rocher espion, eh bien les Russes, bien sûr, l'ont découvert et ont révélé tout ce qui s'y passait, démantelant les réseaux que les Britanniques y faisaient fonctionner. Les Britanniques disposent de réseaux dormants qu'ils ont activés. Nous les avons vus les activer pour soutenir l'attaque du pont de Kerch, qui était une opération britannique, et à nouveau lors de cette opération, la frappe de drone sur l'aérodrome. Mais les Britanniques restent très superficiels ici. Leur Russia House est rattaché à leur station de Londres. Et cette station de Londres abrite un groupe d'émigrés anti-Poutine. Mikhail Khodorkovsky, je pense. L'ancien oligarque du pétrole, tu sais, qui a été emprisonné pour corruption, puis libéré. Il utilise maintenant ses milliards pour collaborer avec le MI6 afin de créer cette machine de propagande anti-Poutine. Il conseille les Britanniques. Il travaille main dans la main. Il suffit d'écouter les absurdités qui sortent de la bouche de cet ancien oligarque et de son entourage pour voir comment le MI6 les traduit en action. L'idée, c'est que si l'on frappe ces cibles, on sapera la crédibilité de Vladimir Poutine, un dictateur impopulaire qui gouverne par la peur et l'intimidation, et que s'ils parviennent à le montrer comme faible et fragile, ils créeront une occasion pour ces éléments mécontents et enragés de la société russe de le renverser. Donc ce sont eux qui sont derrière tout ça. C'est un acte délibéré, non pas destiné à détruire la capacité de la Russie, mais à détruire la réputation de Poutine. C'est le but, c'est l'objectif. Et Donald Trump y a adhéré. Cette attaque de drone est une attaque américaine. Ce n'est pas une attaque britannique, c'est une attaque américaine soutenant un plan britannique, maintenir l'Ukraine dans le combat, faire tomber Vladimir Poutine. Mais vous savez, ils ont commis une erreur fatale. Ils ont révélé les preuves. Ces 91 drones
qui sont arrivés, beaucoup d'entre eux utilisaient une puce informatique spécifique contenant toute la programmation nécessaire pour guider le drone. Et ce drone ne fonctionne pas avec le GPS, car le GPS est bien sûr brouillé. Il est préprogrammé, puis il dispose d'une intelligence artificielle. Lorsqu'il vole, il prend parfois une photo, la compare aux données cartographiques stockées à l'intérieur, puis se réaligne ou s'ajuste en fonction de la vitesse du vent et de tous les autres facteurs qu'il collecte avant de se diriger vers la cible. Oui, pour faire cela, l'intelligence chargée dans la puce doit être à la fois extrêmement détaillée et extrêmement à jour. Ce qui signifie qu'il faut les mises à jour les plus récentes pour qu'elle atteigne la cible prévue. Cela signifie que Palantir, l'entreprise qui mène cette opération pour le compte de la CIA et des Britanniques afin de programmer ces puces, affirme utiliser des informations disponibles commercialement. Mais il n'existe aucun collecteur de données commercial capable de rassembler le type de données qui a été utilisé ici. Lorsque les Russes ont rétroconçu les informations contenues dans cette puce, le calendrier des données a changé. Elles sont désormais liées à des moyens capables de collecter pendant cette fenêtre d'opportunité précise. La spécificité des données les limite à nouveau à certaines sources. En résumé, les Russes savent exactement quelles ressources de renseignement a collecté l'information. La manière dont ces données sont assemblées pour les consolider et réunir différentes sources en un seul paquet d'informations numériques ne peut provenir que d'un seul endroit en Europe. Et cet endroit, c'est une organisation ou une entité du département de la Défense en Europe qui soutient le ciblage du missile Tomahawk. Parce que les mêmes principes de ciblage sont appliqués ici, les Russes savent quels services de renseignement ont collecté les données qui les a traitées, conditionnées et intégrées dans cette puce. Ainsi, lorsque les Russes ont remis cela aux États-Unis à un moment où Donald Trump disait « Non, il n'y a pas eu d'attaque, et s'il y en a une, c'est celle-ci ici », les Russes ont répondu « Voilà ». Et ce faisant, ils disaient « Nous savons tout ». Je veux dire, l'Agence du renseignement de la défense, la CIA, ils allaient rétro-concevoir la puce et se dire « Ils savent tout ». Ce qui signifie que Trump aurait été démasqué comme un menteur absolu, un imposteur, un homme qui a littéralement utilisé des négociations pour tenter de cibler le président de la Russie, pas dans le but de le tuer. Je veux dire, regardez, les drones ont un long temps de vol. Ils ont été repérés. C'était une démonstration de vulnérabilité conçue pour donner l'impression que Poutine est faible et qu'il est subordonné à Trump, que Trump est son papa, qu'il dicte les règles et que Poutine est le petit garçon désobéissant. Et l'autre message que cela envoie aux Russes, surtout à ceux qui se sont enthousiasmés pour l'ouverture économique de Kirill Dmitriev, c'est que tout pourrait aller mieux si seulement on levait ces sanctions. Mais maintenant, on ne peut plus à cause de Vladimir Poutine. Et il perd un peu les pédales. Je veux dire, il a été attaqué, il fait rien et tout le reste. Vous savez, c'est l'impression qu'ils veulent créer. Les opérations psychologiques britanniques, la guerre mentale, les opérations d'information. C'est leur métier. Je l'ai déjà fait avec eux par le passé, en ciblant l'Irak. Je connais le bureau. Je pourrais t'emmener au siège, te faire monter et te conduire jusqu'au bureau. Je ne sais pas si je connais encore les gens, car j'ai atteint un âge où mes contemporains ne sont peut-être plus en service. Mais je sais qui ils sont et ce qu'ils font. Et tu sais, les Russes le savent aussi. Mais ils se trompent complètement, car Vladimir Poutine n'est pas faible. Et ce que les Russes viennent de faire, tu sais, le premier Iskander qu'ils ont utilisé était un missile d'essai. Les Russes ont dit qu'il s'agissait d'un test opérationnel. Maintenant, ils sont passés à la production en série et ont déployé une brigade en Biélorussie et ils sont en train d'en déployer d'autres. Ces brigades utilisent des missiles de qualité de production.
Mais à l'époque, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie disposait d'un certain nombre d'autres missiles d'essai. Ce sont des missiles de test. Le missile lancé contre l'Ukraine était un essai du Reshnik depuis Kapustin Yar, où ils poursuivent les tests opérationnels. Rappelons qu'il s'agit d'un système d'armes introduit assez rapidement, donc certains essais sont encore en cours ou ont été réalisés récemment. Mais ils disposent désormais d'un stock de ces missiles qui ne sont pas de qualité opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas issus de la production en série. Ils ne possèdent pas les certificats, les soi-disant passeports délivrés par l'usine de production. Je pense que la Russie a lancé un autre de ces missiles d'essai. Mais ce faisant, vous savez, ils préservent leur stock. Nous ne connaissons pas le rythme de production du Reshnik. On peut supposer que, s'il est entré en production en série en août, et qu'en décembre, ils ont pu déployer au moins 10 missiles pour cette unité biélorusse-russe, car il en faut 9 pour les 3 bataillons, avec 3 lanceurs de 3 missiles chacun, et un 10e pour l'entraînement. Alors nous avons une idée de leur cadence de production. Elle pourrait être plus élevée, car la Russie parle de préparer simultanément d'autres unités pour le déploiement. Mais ils n'ont pas tiré depuis une position de combat, ils ont tiré depuis Kapustin Yar, ce qui me dit qu'il s'agit d'un autre missile d'entraînement. Mais l'important, c'est qu'ils ont tiré. Et si l'on regarde la rhétorique qui est sortie de Russie par la suite, le Reshnik fait désormais partie intégrante de la posture de dissuasion nucléaire stratégique de la Russie. Tout espoir que nous avions de relancer le contrôle des armements, par exemple le traité New Start qui expirera le mois prochain, est perdu. Il ne sera pas prolongé. C'est fini. C'est mort. Vladimir Poutine a parlé de prolonger les plafonds associés à ce traité. Mais pour cela, les États-Unis devaient donner leur accord. Pour l'instant, il n'y a aucun mouvement en ce sens. Il fallait aussi que l'environnement politique s'y prête, et l'élément clé de cet environnement était qu'il ne devait y avoir aucune escalade dans le cadre du traité INF. Autrement dit, si les États-Unis déploient le Dark Eagle en Europe, c'en est terminé, où il ne peut y avoir aucun déploiement du Golden Dome. Eh bien, Trump vient de réduire de moitié le budget de la défense qu'il avait promis de diminuer. Il augmente maintenant ce montant de 50%, 1,5 billion de dollars, dont une grande partie ira à Golden Dome. Les Russes ont donc essentiellement déclaré « Nous en avons fini avec le contrôle des armements ». J'étais censé me rendre en Russie en mars et en avril, à Saint-Pétersbourg, où nous devions mener un exercice très intéressant. Des étudiants de niveau master devaient jouer les rôles des équipes de négociation américaines et russes. Nous aurions eu une équipe d'experts américains en contrôle des armements conseillant les Américains et une équipe d'experts russes en contrôle des armements conseillant les Russes. Ensuite, nous aurions mené l'exercice, recueilli les données et produit des résultats. Un livrable que nous avions prévu de remettre à la fois au ministère des Affaires étrangères, qui soutenait le projet à l'époque, et au département d'État, dans le but de relancer le processus et de dire « voici quelques idées ». Et il y avait beaucoup d'enthousiasme à ce sujet. C'est fini. Ils viennent de l'annuler. Les Russes disent « non, nous ne faisons plus de contrôle des armements ». Cela n'arrivera tout simplement pas. Il n'y a même plus de raison de faire semblant. C'est donc une affaire importante, une affaire énorme. Nous sommes sur le point d'entrer dans une course aux armements où la Russie détient déjà tous les avantages. Ils ont déployé des forces intermédiaires sans équivalent. Ils possèdent les forces nucléaires stratégiques les plus modernes et les plus performantes au monde. Les États-Unis doivent affronter la réalité. Nos bombardiers ne fonctionnent pas, nos missiles sont vieux et nos sous-marins vieillissent rapidement. Et il va nous en coûter des milliers de milliards de dollars pour résoudre ce problème, de l'argent que nous n'avons pas.
En même temps, le président détourne des ressources précieuses pour construire un système de défense antimissile qui ne fonctionnera jamais. Jamais. Aucune des technologies du dôme doré n'est éprouvée. Nous ne pouvons pas nous le permettre, et cela ne fonctionnera pas. Du point de vue russe, les actions américaines, combinées au fait que le président des États-Unis a tenté d'assassiner le président de la Russie, signifient que les Russes ne feront jamais rien pour abandonner les avantages qu'ils possèdent. Cet avantage est ce qui garantit qu'ils ne seront jamais vaincus. Personne ne peut vaincre la Russie, car elle dispose de cette capacité nucléaire inégalée. Les Russes ne négocieront jamais cela. Jamais. Ils ont la supériorité dans tous les domaines, sauf peut-être pour les missiles balistiques lancés depuis des sous-marins. Mais avec le Poséidon maintenant, je dirais que l'arsenal nucléaire sous-marin de la Russie est meilleur que la triade. Donc voilà où nous en sommes. Le contrôle des armements, c'est fini. C'est une réalité très triste. Je ne sais pas si nous allons survivre à cela. C'est une période très dangereuse. Je deviens quelque peu découragé. J'essaie de rester optimiste et je continuerai d'avancer pour voir ce qu'il est possible de faire pour informer les gens. Mais vous savez, les États-Unis sont dirigés par un dictateur qui ne se soucie pas du droit international, ne se soucie pas du droit constitutionnel, ne se soucie de rien d'autre que de son propre narcissisme égocentrique. Et c'est quelque chose de très dangereux. Le contrôle des armements repose sur le droit international, et les États-Unis ne croient plus au droit international, ce qui signifie qu'il ne peut plus y avoir de contrôle des armements. Nous sommes donc engagés dans une course aux armements que l'Amérique ne peut pas se permettre, une course qui repose sur l'idée de la paix par la force. Mais lorsque la réalité de votre force est que vous n'en avez pas, et que vous continuez pourtant à vouloir faire semblant, cela crée un risque de bluff ou de surestimation de ses capacités. Je ne sais pas combien de temps les Russes accepteront de jouer le jeu de la patience. La bonne nouvelle, c'est que la Russie s'aime elle-même. Elle croit en sa civilisation et en la gloire de celle-ci. S'étant relevé, je ne vois pas les Russes se transformer du jour au lendemain en une bande de lemmings se précipitant du haut d'une falaise. Espérons donc pouvoir prier pour que la direction russe fasse preuve de patience et de pragmatisme. Mais ils ont essayé de tuer leur président. Je veux dire, mon Dieu, pouvez-vous imaginer quelle serait la réaction américaine si Donald Trump se trouvait à Camp David et que 4-21 drones russes lancés par le Venezuela étaient envoyés contre lui, au moment même où le président Poutine disait « Hé, attends encore une heure, je reviens tout de suite, je te rappelle. Reste juste là à Camp David, je te rappelle tout de suite. » Et ensuite, ils essayaient de l'attaquer. Nous ferions tout exploser dans le monde. Je veux dire, le fait que la Russie ait limité sa réponse à ce qu'elle a fait est encore une fois la preuve évidente que la Russie ne cherche pas à provoquer une escalade. Mais combien de temps encore nous pourrons compter sur un comportement responsable de la Russie? Nul ne le sait. Les gens perdent patience en Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus.